Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Liberté 92.8 FM et à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, la voix citoyenne déroule son tapis à l'acteur Serge Henry. Il a été révélé par le grand public à travers le sitcom Vis-à-vis dans les années 1990. Près de 30 ans après, il est une icône du cinéma burkinabé. L'acteur Serge Henry a joué dans une vingtaine de films et il a reçu des récompenses telles que le prix du premier rôle masculin à l'édition 2010 du Festival du cinéma africain de Kouribka. Serge Henry, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mise à nom par Tiona Sanogo devant ce micro à Tiana Serge Ouna. Alors déjà, première question, pour entrer en contact avec vous, c'est votre fille qui gère un peu votre agenda. Comment ça se fait? Est-ce qu'elle sait de celle qui gère l'agenda du papa? Bon, de temps en temps, c'est elle qui le fait, compte tenu de mes activités, ainsi de suite et tout ça. Mais on verra bien combien est-ce que je vais pouvoir la payer pour essayer de... Il pourrait que ce soit mon argent, après, on verra bien. Donc, mais de temps en temps, elle me rend service par rapport à... Et comme elle est beaucoup plus en contact avec le monde de la communication, et ainsi de suite, bon, voilà, c'est elle qui... Est-ce qu'elle est dans le sillage de son père? Ben ça, je ne sais pas. J'espère qu'elle aura assez le courage et la force nécessaire de résister à cette activité qui n'est pas de tout repos. Ah bon? Est-ce que vous pensez que déjà que du haut de votre expérience, elle a les aptitudes pour pouvoir faire carrière et faire plus que son papa? Faire plus que son père. Qu'est-ce qu'un père souhaite de plus à ses rejetons? C'est qu'il fasse mieux que lui, n'est-ce pas? Et j'ai mis à tel et je la laisse un peu la liberté parce que je n'aime pas essayer de me mêler un peu trop de l'activité ou de la vie de mes enfants en tant que tel, sauf quand ça commence à déraper un tout petit peu. Sinon, le reste du temps, je leur laisse libre choix de leur carrière, de ce qu'ils ont envie de faire. Et si je peux leur donner des conseils en appelant, ben, c'est ce que je fais. Sur vous-même, vous êtes un métis, vous êtes né à Léo, à 170 km au sud de Ouagadougou. C'est ça, 170 km, mais de père métis. Hein. De père métis. Mon père n'est pas, parce que mon père a été administrateur civil, d'abord instituteur et ensuite administrateur civil. Et je pense que pour être administrateur civil dans ce pays, il fallait quand même être de nationalité burkinabé, c'est donc voltaïque dans le temps. Donc c'est de grand-père français, d'accord, mais de père burkinabé. De père burkinabé. Est-ce que vous avez hérité de la nationalité de votre grand-père? Ça s'est fait avec le temps. Avec le temps. Ils ont reconnu après que je dois être français parce que mon père, après sa retraite carrément, qu'il a été reconnu aussi comme français, ben, je suis reconnu comme français si vous voulez. Mais je suis né là, j'ai toutes mes racines ici. Et je me considère beaucoup plus burkinabé que français. Ouais. Même si sur les papiers vous êtes binational. Binational, mais je suis de nationalité d'abord burkinabé. Voilà. Est-ce qu'il vous est venu à l'idée justement à un moment donné de rejoindre la patrie de votre grand-père? Non, pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousserait à pouvoir essayer de rejoindre la patrie de mon grand-père. Dans la mesure où, je ne l'ai jamais connu, deux, nous n'avons pas d'attache en France. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que je quitterais la patrie et ne pas être reconnaissant avec cette terre qui m'a tout donné. Vous êtes né à Léo, dites-nous déjà, quels sont les souvenirs que vous avez de votre enfance à l'époque dans cette partie du Burkina? C'est de très bons souvenirs parce que je suis né là-bas, d'accord, mais je n'ai connu véritablement Léo en tant que tel qu'à l'âge de 9-10 ans. Et les souvenirs que je garde, c'était de très bons souvenirs. C'est de cette vie à l'africaine où il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas de pain. Mais c'était véritablement la vie du village, véritablement dans son temps. Et je peux vous dire que ça a été une très belle expérience pour moi et ça m'a même servi. Parce que grâce à ça, à ce petit séjour déjà que j'ai fait au niveau de Léo, ça m'a permis de m'enraciner et de garder en fait, cette souche très africaine de par ma mère. Mais est-ce que de par les origines de vos parents, surtout de votre père qui était déjà dans l'administration, qui était un cadre, est-ce que vous n'avez pas eu une enfance plus ou moins aisée comparativement à certains enfants de votre âge à l'époque? Absolument, et ça je le reconnais. Je suis né d'une famille assez aisée. Mais éduqué à la hussarde, parce que mon père n'était pas forcément celui qui faisait des cadeaux et qui acceptait que ses enfants, je sais pas moi, se considèrent comme des êtres supérieurs aux autres.
Et ça, c'était déjà cette éducation-là que l'on nous a inculquée. Et c'était une très belle chose d'ailleurs, et c'est ce que je fais le maximum possible aussi au niveau de mes enfants. Et aisé j'étais, mais fier d'avoir côtoyé les autres qui n'étaient pas du même statut que moi, comme on dit. Et ça, c'était la plus belle expérience. Ça m'a permis de me fondre avec les autres, et se fondre avec les autres qui ne sont pas de la même souche, de la même éducation que toi. Ça t'ouvre plein d'horizons. Et ça te permet de connaître les rouages aussi un peu de la vie. Alors, parlez-nous un peu de votre famille. C'est vrai qu'on parle un peu de votre père, votre mère. Est-ce que vous avez des frères, des sœurs? Oui, j'ai 5 frères et sœurs. Et vous êtes le plus connu de la famille, à travers le cinéma? À travers le cinéma, bien sûr, je suis le plus connu, parce que les autres n'ont pas fait de carrière cinématographique, encore moins artistique et tout ça. Mais bon, voilà. En préparant cette émission, on a découvert que vous avez été victime d'une poliomyélite quand vous étiez enfant. Est-ce que c'est exact? C'est vrai, j'ai eu la polio à l'âge de 6 mois et je peux dire que je suis un miraculé. Parce que en ce temps-là, en 57, il n'y avait pas de vaccin anti-polio. Et je sais qu'il y a des gens, enfin selon ce qu'on m'a dit, il y a des enfants qui sont morts de cela. Mais moi, grâce à Dieu, j'ai eu cette chance-là de pouvoir récupérer au moins une jambe. Mais je tiens à vous dire que j'ai continué ma vie et j'ai fait beaucoup de sport malgré ça. Ça fait que l'on m'a mis dans la tête de ne jamais prendre la polio comme un frein à non seulement mes activités, mais à ce que j'ai envie véritablement de faire. Ben, la preuve, hein, c'est que bon, voilà, malgré la polio, j'ai fait du sport, j'ai fait du volley de compétition, j'ai joué au football. Avec vous avez participé à des compétitions? Ben oui, j'ai fait du volley de compétition avec quand je travaillais au niveau des amants avec la radio. J'étais dans l'équipe de volleyball de la RTB. Si vous ne savez pas, vous ferez bien d'aller au niveau. C'est une partie un peu connue. Bon, alors voilà, c'est déjà ça. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, l'acteur Serge Henry est notre invité. Alors, vous êtes né à Léo. Dites-nous un peu votre parcours. Vous êtes retrouvé à Ouagadougou, les études, comment ça s'est passé? Bon, je peux dire que je suis pas tellement. J'ai eu toutes les chances du monde, hein, donc tel. Un père instituteur, ensuite une mère qui travaille au niveau de la justice. J'ai eu toutes les chances du monde pour réussir, comme on dit, un cursus scolaire même de plus haut niveau. Mais il s'est trouvé que j'avais pas tellement la tête aux études pendant un certain temps. Parce que je me suis découragé un peu plus tôt. Parce que à chaque fois que j'avais l'étude des examens, j'étais pas le plus idiot de la classe. Mais au moment des examens en tant que tel, je trouve que... Vous êtes recalé? Je suis recalé. Alors du coup, mon père, qui est un administrateur civil, ne peut pas accepter que lui, son fils, ne soit pas capable de pouvoir essayer de transcender ça. Alors, il y a eu un petit clash entre mon père et moi en fonction de cette histoire. Donc, à partir de la 3e, il m'a dit que lui, les études s'est terminées. Moi, je dis, ben, d'accord, ben, tu feras ce que tu veux. Moi aussi, je vais essayer de faire ce que je voudrais. Et voilà, je suis rentré un peu dans la vie active, déjà, ma 3e, et ainsi de suite. Ça me donne quoi, 16 ans, 17 ans déjà. Alors, c'est assez précoce. C'est assez précoce. Alors, donc, j'ai été déjà ouvrier à l'âge de 17 ans. Vous avez travaillé où? J'ai travaillé à la Sosuco. À Banfora? À Banfora, dans une sucrerie. Comment vous êtes retrouvé à Banfora? Ben, parce que mon père était avec les affectations. L'affectation, il était préfet maire de Bobo. Il a dit, ben, écoute, tu vas à la Sosu. Donc, comme ça te fera un peu... Je dis, ben, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis allé. Et je ne me suis plus en tant que tel. Je me suis dit, ben, tant qu'à faire, ça fait une vie active. Et qu'est-ce que c'est que d'avoir déjà, à 16 ans, tu te trouves avec 16 000 francs CFA dans le temps, à l'époque, c'était votre salaire? C'était un trésor, oui, c'était mon salaire à l'époque. Et c'était un trésor, 16 000 francs, c'était dans les années 76, 77 déjà. Voilà, et puis c'est parti comme ça, petit à petit. Et après, j'ai fait juste 1 an et demi, 2. Et après, je suis revenu sur Ouagadougou, j'ai rejoint ma mère ici. Et je n'avais plus goût, en fait, aux études. C'est terrible comme... alors que ma mère disait, écoute, tu peux reprendre tes études, même si c'est en tant qu'auditeur libre, et ainsi de suite. Mais non, j'avais déjà palpé à l'argent, j'étais déjà assez libre de faire ce que je voulais, ainsi de suite. Et bien voilà, j'ai dit, écoute, moi je continue. Et c'est de là que, de laboratoire, comme je faisais laboratoire au niveau de la Sosuco, j'ai continué ici. Il y avait un test quelque part pour essayer
un projet américain au niveau des laboratoires. Je suis rentré, c'était juste un contrat pour 1 an et demi. Ensuite, j'ai eu un truc au niveau des Cinafrique qui ouvrait. Cinafrique, la boîte de cinéma. Je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé un tout petit peu dans le cinéma ça, parce que j'étais déjà au niveau assistant de production là-bas. Alors, après le cinéma, vous avez travaillé à Ouagadougou. On aurait compris que vous avez été licencié pour les questions de grève. Ouais, ça c'était au niveau du Bunasol, parce que c'était au laboratoire du Bunasol. Le Bureau national des sols. Le Bureau national des sols. Alors moi, j'étais au niveau de ce laboratoire. Et la petite histoire, c'est très marrant, c'est parce que on nous coupait, par exemple, les caisses de sécurité sociale. Déjà qu'on n'avait pas un gros salaire et qu'on nous coupait la caisse de sécurité sociale. Et un jour, par curiosité, je me suis pointé au niveau de la caisse de sécurité sociale pour essayer de savoir si j'étais... si effectivement les retenues sont... J'étais inscrit, parce que pendant un an et demi, on n'avait pas de carte d'affiliation au niveau de la caisse. Et comme moi j'avais déjà travaillé un peu à la Josuco, et que moi j'avais eu déjà une affiliation au niveau de la caisse, je suis parti pour que l'on puisse essayer de faire les reversements en fait, sur le même numéro, et on m'a dit que je suis pas inscrit, et qu'on ne me connaît pas. Ah, je dis, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Eh bien voilà, je suis parti comme ça petit à petit, j'ai posé des questions, personne ne veut me répondre. Ah ben moi j'ai dit, moi je ne peux plus travailler comme ça, dans le noir si jamais je ne suis pas reconnu. Et j'ai dit aux autres amis que, mon ami, on nous coupe de l'argent mais ce n'est pas reversé. Ils ont dit non, mais effectivement, on est parti et ce n'était pas reversé. Alors il y a eu bien sûr les menaces, comme vous savez, dans le temps, écoutez, si vous ne reprenez pas le boulot, vous serez licencié. Moi je dis, moi je ne reprends pas le boulot. Celui qui veut reprendre le boulot, il reprend le boulot, mais moi je ne suis pas licencié. Mais moi je ne pars pas en tant que tel. Et je n'ai pas compris, comme d'habitude, vous savez, quand c'est des trucs comme ça, il y a toujours des lâches et des traîtres en tant que tel. Eh bien, il y en a qui ont repris le boulot. Moi, on était 3, nous n'avons pas repris. Et on nous a licenciés pour, écoutez, mauvaise manière de servir. Alors, vous comprenez ça on était à quelle époque? Ça, c'était en 80. Alors, on te vole ton argent, on ne reverse pas, et on dit que tu travailles mal, et on te licencie pour ça. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est le jour du licenciement, on te donne tes droits, et on te remet ta carte d'affiliation à la caisse de sécurité sociale. Ah ben ça, j'ai tellement rigolé, j'ai dit, vous voyez, c'est dommage la vie. C'est depuis ce jour je me suis dit, et bien sûr on est parti, il y avait le syndicat national de l'agriculture, qui était le Sinagri dans le temps. On est parti, on était affilié au niveau du syndicat, mais le syndicat n'a pas pipé un mot. Et le syndicat nous a laissé licencier. Et c'est depuis ce jour que j'ai pris la ferme décision de ne plus militer dans un syndicat et d'être mon propre syndicat, moi. Je me défends seul et terminé. Voilà. Généralement, quand vous y repensez, quels sont les sentiments qui vous animent? De l'amertume, de la déception? Ou vous dites que vous avez fait le bon choix de rester à distance? Au début c'était de l'amertume, parce que quand même c'est presque une carrière en tant que telle qui, aujourd'hui, je serais peut-être, par exemple, responsable, par exemple, du labo, parce que j'étais pas peut-être plus... J'avais même cette chance-là, moi, d'avoir déjà fait le laboratoire, donc d'être formé véritablement sur un tas avec de très bons chimistes, et ainsi de suite. Mais après, quand je revois ce cursus de ma vie, je me dis, merci beaucoup, monsieur le ministre du Développement Rural, ça s'appelait dans le temps. Merci, monsieur le ministre du Développement Rural, de m'avoir licencié. Je ne regrette rien du tout, parce qu'après ça, plus de laboratoire, et hop, je suis rentré dans une carrière artistique. Justement, cette carrière artistique, comment ça a commencé? Vous avez commencé à dire que vous avez débuté dans une maison de production. Vous étiez occupé de la production? Voilà, j'étais assistant de production. Assistant de production. Voilà. Donc, je gérais un peu tout ce qui était l'étude de tournage, ainsi de suite, pour une belle... Sinafrique, c'était l'une des plus belles œuvres que ce pays ait connu, pour un homme qui était visionnaire, mais que l'on a laissé mourir. Aujourd'hui, on aurait eu quand même l'une des meilleures industries, par exemple, du cinéma, si l'État avait pris ses responsabilités. Et là, je commençais comme assistant de production, déjà avec les autres, mener à bien, par exemple, la production d'un film, essayer de prévoir tout ce qu'il y avait au niveau des régies et tout. Et parallèlement, je faisais aussi du théâtre radiophonique. Et la RTB, dans le temps, avait une belle troupe là qu'on appelait le théâtre radiophonique. Et tous les dimanches, si vous vous rappelez, on faisait d'abord une pièce burkinabé. Et en français, en djoula, en moré et en fulfulde. Cette pièce était prise en tant que telle. Et là-bas, je parlais à Sanou Kolo qui avait un film, là. Il faisait son premier film dans le temps. Et il avait besoin d'acteurs.
Et il a vu avec Sou Jacob, qui était journaliste à la RTV et qui était le directeur de la troupe artistique. Et il m'a choisi, il m'a dit, est-ce que tu peux aller faire un film avec Kolo? Je dis, ouais, pourquoi pas, ça fait une autre... Donc je me suis lancé comme ça, mais c'est pour dire que je n'avais jamais en tête que je serais un acteur professionnel, absolument pas. Et aujourd'hui, vous êtes un acteur professionnel avec plus de 3 décennies d'expérience. Ouais, je remercie le bon Dieu. Alors, il y a eu le sitcom Vis-à-vis, c'est surtout ça, véritablement, où vous incarnez le rôle de Max. Ouais, le tenancier, puisqu'on s'est dit que les vérités se disent dans les bars ou dans les buvettes ou les cabarets. Donc on a essayé avec Dao, un jour... Abdoulaye Dao, le réalisateur. Le réalisateur, on causait comme ça et on s'est dit, la télévision, il y a des émissions un peu guindées, est-ce qu'on ne ferait pas faire quelque chose qui va être un peu plus poignant, non seulement marrant, mais vraiment de la satire, quoi. Et c'est là qu'est venue cette idée de vis-à-vis, le faire. Et puis on est parti, avec des potes que l'on avait, Babouanga, Komboudri, et ainsi de suite, on avait typé les personnages. Et on a démarré comme ça, on a proposé le projet au niveau de la télévision nationale, qui avait un peu peur parce que je disais, écoutez, vous allez critiquer le régime et tout ce qui s'ensuit au niveau. On dit non, mais on ne critique pas le régime, nous ne dirons que ce que les gens pensent. Mais voilà, c'est tout, c'est pas... Et finalement, le projet a été accepté. Oui, ça a été accepté. On dit, bon, vous prenez vos responsabilités. On dit, mais bien sûr qu'on prend nos responsabilités. Et à ce moment, je tiens à vous dire que le régime, c'était pas évident, tout le monde ne critiquait pas. Il n'y avait pas cette fameuse liberté d'expression comme ça, mais nous avions eu ce courage-là. Et on s'est dit que peut-être on a été, nous aussi, les pionniers d'une liberté d'expression d'une manière. À travers le cinéma. À travers le cinéma, à travers un sitcom qui était vis-à-vis. Et le sitcom a connu un grand succès. Ben oui. Ça vous a ouvert d'autres opportunités. Voilà, c'est à partir de là-bas, je pense que j'ai fait ma carrière cinématographique a vite commencé en tant que comédien. Sinon, même en faisant vis-à-vis, moi, dans ma tête, c'était vraiment vis-à-vis. Je m'occupe rien que de vis-à-vis. Il n'y avait pas en tête, allez, tu vas jouer dans... Vous n'êtes pas mis en tête que c'est une autre carrière qui commence? Non, absolument pas. Puisque moi, à côté de cela, moi, je suis concepteur et réalisateur publicitaire. Alors, donc, je gagne ma vie en faisant ça. Donc, c'est pas forcément le cinéma qui... Donc, le cinéma, vis-à-vis, je le faisais comme... parce que c'était un bébé qu'on a mis au monde, il fallait le monter. Et comme ça me plaisait, et bien voilà, on est parti comme ça avec. Parlons effectivement de ce milieu-là, concepteur et réalisateur de publicité. Vous avez évolué aussi un peu dans le domaine de la conception des spots. Voilà, c'est exactement cela. Voilà. Dans le domaine des spots, à la direction de la publicité déjà. Et je profite pour remercier les dévanciers qui ont cru en moi, parce que c'était justement lors d'un FESPACO, en 84-85 je crois. Et il y avait l'animation, il y avait un stand d'animation de la direction de la publicité. Et comme moi je faisais des trucs à la radio, je faisais des animations de radio avec Eric Congo dans le temps, peut-être que vous devez essayer de connaître des anciens. Et bien, on s'est salué et puis il m'a dit, tu viens, on est là. On dit, ah ouais, mais c'est bien, on va faire une animation et ainsi de suite. Et puis ben voilà, maintenant qu'à faire, raison. Et comme je n'avais rien à faire pendant la semaine, je me suis dit, ben là, très bien. Et c'est de là-bas. En faisant les animations tous les jours, il y a le directeur qui a passé un temps. Et puis il m'a dit, mais tiens, pendant qu'il est là, s'il n'y a rien à faire, ben pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas à la publicité? Comme ça, au moins, tu liras les communiqués. Et puis, tu feras les trucs avec Eric Congo parce qu'il est tout seul, ainsi de suite. Ah ben, je dis à Eric, écoute, il m'a dit, écoute, si tu ne viens pas, moi, je vais avoir des soucis parce que je ne peux pas faire tout seul. Et comme on était des amis, voilà, c'est parti. C'est une belle complicité entre nous. Et voilà comment je suis rentré dans la direction de la publicité. Et à l'époque, qui semble les cacher, c'était dérisoire. Oh 2000, 3000 francs. C'était 1500 même d'abord. Parce que là, on faisait des spots de tous les bals, tous les samedis, par exemple, il y avait les bals des CDR de tous les quartiers. Et là, il fallait être révolutionnaire. Tu fais un bal, tu conçois et tu fais la pub d'un super bal. Il y a de l'argent, mais l'argent, c'est pour les CDR. Toi, on dit non, tu es révolutionnaire, tu n'es pas révolutionnaire. Voilà, on n'est pas payé. Les révolutionnaires n'ont pas besoin d'argent. Ah non, c'est la conviction, l'âme de faire. Et puis on le faisait parce que bon, on aimait bien ce que l'on faisait aussi. Mais il y avait 1500 francs. 1500 francs, c'est quoi 1500 francs? Heureusement que j'étais célibataire dans le temps. Mais bon, au bout d'un moment quand même, ça devient un peu difficile de pouvoir essayer de se faire sa vie, essayer d'avoir une maison, de s'habiller, de se nourrir. Ça
1500, ça commençait à être un peu compliqué, c'était intenable, et ainsi de suite. T'es passé à 3000 francs. Mais après, je me suis révolté aussi, puis j'ai dit, bah, ça, je peux plus bosser dans ces conditions parce que là, je suis fatigué. Là. Mais à l'époque, on disait que aussi c'était proportionnel à la tâche accomplie parce qu'on n'avait pas encore eu la dévaluation, on n'avait pas encore le même niveau de vie. Ouh là là, c'était pas évident, ça, je tiens à vous dire la vérité. Le boulot qu'il y avait à faire là-bas, c'était. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Hein. Et des fois, vous vous levez à 5h30 du matin pour lire les communiqués 3 minutes. À ce moment-là, il y avait des communiqués administratifs qui étaient le journal était à 6h30, de 6h25 à 6h20, ouais, c'est ça, 6h29. 3 minutes pour lire les communiqués, mais tu es obligé d'être là. À la fin, après, on enregistrait. Alors, tu peux faire les communiqués de 14h, faire les communiqués de 18h30, faire le tout du matin, concevoir les spots publicitaires. En ce moment, il n'y avait que la direction de la publicité qui faisait les spots publicitaires et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y avait une tâche quand même énorme. C'était pas... Est-ce qu'aujourd'hui vous conciliez les deux, concepteur et réalisateur de publicité et en même temps acteur? Ben ouais, puisque j'ai le temps. Je tourne peut-être un film peut-être tous les 2 ans. C'est ça qui est dommage. Donc heureusement que j'ai, parce que là je le fais en tant que, comment on appelle, que freelance. Hein, donc quand il y a une société de la place qui a besoin par exemple d'une publicité ou de la conception d'un truc qui me demande, et bien, moi je le conçois, de temps en temps je le réalise, et puis voilà. C'est comme ça que je gagne ma vie. Hein. Voilà. Sinon, si c'était rien que les films, c'était pas possible. Parce qu'on tourne un film comme un film par an. Est-ce que c'est vous refusez ou les propositions manquent voilà, à deux mots vous approche selon les scénarios aussi, ça ne vous convient pas, vous ne retrouvez pas là-dedans? Moi je pense que c'est pas moi qui me retourne, on ne propose pas. Je pense que c'est pas l'acteur ne choisit pas son rôle. Non. C'est le réalisateur qui, en faisant son scénario, a un rôle. Et il pense à tel acteur. Voilà pourquoi des fois ils font des castings et ainsi de suite. Bon. Si pour moi on trouve qu'il a besoin de moi pour tel rôle, il me donne au moins le scénario, que je le lise. Voilà. Et généralement, c'est des rôles qui sied avec moi. Mais maintenant, comment ça se passe? C'est au niveau des cachets. Au début, d'accord, on se fait plaisir parce qu'on se dit, bon, allez, on va aller, ainsi de suite. Et c'était toujours la même rengaine. Hein. Ça, je suis désolé, on va dire que, oh là là, je suis rabat-joie, c'est toujours la même chose. Mais c'est dommage. Dans ce pays, c'est comme ça. Les gars n'ont jamais d'argent. J'ai jamais vu un réalisateur ici qui est venu me dire, écoute, j'ai de l'argent. Et pourtant, ils réalisent des films. Et pourtant, ils réalisent des films. Ils disent toujours, je n'ai pas assez d'argent, mon budget, il est très serré. Voilà, je te propose ça. Bon, 1 fois, 2 fois, ça va, 3, ça va encore. Mais au bout d'un certain moment, ça devient maintenant. On rentre dans un cycle infernal. On se dit, mais attends, il y a des choses qui. Et pourtant, lui, à la fin, c'est lui qui a 2, 3 villas dans le pays. Et on se demande, mais attends, tu n'avais pas d'argent. Il change de moyen de locomotion. Ça n'est assez d'argent. Il dit, bon, il y a quelque chose qui n'est pas clair quelque part. Soyons francs entre nous les deux. Et puis, bon, voilà, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est ma petite bagarre avec la majeure partie des producteurs et des réalisateurs de ce pays. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM, vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté reçoit l'acteur Serge Henry. On va rester sur ce volet par rapport au cachet. Effectivement, il semble que ça fait la pomme de discorde. Pratiquement tous les acteurs se plaignent. Ah bon, moi je pensais que j'étais le seul. On entend ce discours. Ah, ben donc... Que ce soit les acteurs professionnels, aguerris, expérimentés comme vous, les jeunes, on estime qu'il y a de l'exploitation parce que chacun vient, il dit qu'il n'y a pas l'argent et... C'est comme cela on fait. Eh bien, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir dans ça. Et que maintenant, quand on donne de l'argent à des réalisateurs et à des producteurs, c'est de pouvoir essayer de mettre... Parce que c'est l'acteur qui fait un film. Hein. C'est l'acteur qui fait un film. Et si l'on ne donne pas les moyens à cet acteur de pouvoir essayer de vivre, et que s'il n'y a que les réalisateurs et les producteurs qui doivent vivre, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'ils se remettent déjà en cause, eux, et que l'État prenne ses responsabilités, et que nous-mêmes, les acteurs en tant que tels, on puisse essayer de prendre nos responsabilités et dire, nous n'allons plus maintenant essayer de travailler avec des cachets de telle sorte. Et nous allons mettre les gars sur les faits accomplis, en disant, quand tu prends un acteur d'une telle catégorie, tu le payes comme ça, en fonction, mais pas le payer en fonction de ton bon vouloir. Parce que justement, les acteurs ici, on est des moins que rien. Ouais, parce que on dit ça, c'est un acteur de ceci, mais allez voir un peu comment est-ce sur quoi il roule, comment est-ce qu'il vit. Mais attendez, c'est une insulte, il faut arrêter ça, le nom de Dieu. Et à propos des cachets, justement, des cachets dérisoires, vous en avez perçu comme cela
ou bien des gros cachets, c'est arrivé au moins que vous soyez satisfait quand même du traitement qu'un réalisateur... Moi je vous dis, la seule fois où moi j'ai touché 1 million de francs, depuis 30 ans, je parle de 1 million, hein. La seule fois où j'ai touché 1 million, c'est pour une série, c'est pas pour un film. Ça veut dire c'est plusieurs épisodes, une série. Là j'ai touché 1 million. Sinon, tous les autres films sur lesquels j'ai touché, j'ai pas touché 800 000. Hein. C'est entre 400, c'est 750 000 le plus gros en tant que tel. 750 000 francs CFA pour un acteur de la trame, pour un rôle principal. Hein. Et ça, c'est dommage. Mais pourtant, c'est la vérité en tant que tel. C'est une réalité que vous vivez. Ben oui, c'est ça. Et je tairai le nom, par exemple, d'un des réalisateurs là, qui me propose pour 10 séquences, il me demande, il dit qu'il va me payer 150 000 parce qu'il n'a pas d'argent. Ah, je dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami. Je t'aime bien, on se connaît depuis très longtemps, mais je ne pourrais pas accepter ça. Et il a dit, ben d'accord, mais je ne peux pas, il y en a. Puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir le faire, parce que lui, il a besoin de... Je dis, mais moi, je n'ai plus besoin de me faire connaître. Moi, je ne vis pas exclusivement du cinéma, Dieu merci. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, mais s'il faut essayer de payer du riz, je suis obligé d'accepter. Si j'ai besoin de payer mon électricité ou mon eau, quelque part, et essayer de faire vivre une famille, je suis obligé d'accepter. Et c'est là... Et c'est comme ça que nous, on exploite les comédiens. Ils jouent sur cette fibre-là. Ah, il faut arrêter. Il faut que ça cesse. Et là, ce sont en quelque sorte les points négatifs du cinéma burkinabé. Mais c'est le seul point négatif, sinon c'est pas qu'il n'y a pas d'idée. Et puis il y a ça, il y a de beaux scénarios, il y a de beaux scénarios, mais il faut le mettre en boîte, et le mettre en boîte avec de vrais acteurs. Il faut travailler. Les gens pensent, ils sont trop pressés. Ici, chez nous, là-bas, n'importe qui maintenant aujourd'hui veut faire du cinéma. C'est pas comme ça que ça se passe. Un journaliste ne va pas aller prendre un électricien pour devenir journaliste. Il y a une formation, il y a un BABA au moins qu'il va falloir essayer de connaître. Mais ici, là, tout le monde, il y a quelqu'un qui a un peu d'argent, il devient réalisateur. Parce qu'il a un scénario dans la tête, je suis devenu réalisateur. Et ça, c'est la faute à qui? Mais c'est la faute aux autorités qui acceptent que tout le monde rentre et que ce métier est devenu un fourre-tout. C'est pas possible. Mais puisque vous assistez à leur séance... Est-ce qu'il n'appartient pas aussi aux acteurs de s'organiser? Par exemple, au niveau des acteurs, comment vous organisez, fixer des barèmes? C'est justement l'appel de ça, c'est l'appel du discorde en tant que tel. Mais c'est ce qu'il va falloir essayer de faire. L'association des acteurs, il va falloir que l'on essaie, pour essayer de dire, il faut que l'on ait un barème. Les techniciens ont des barèmes. Pourquoi pas les acteurs? Mais pourquoi pas les acteurs? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que, à l'analyse, avec le recul, vous dites que certains réalisateurs font de la mauvaise foi? Parce qu'il n'y a pas l'argent, mais on le voit, chez eux, ça va, les films, il y a du succès. Ah bah, c'est de la mauvaise foi, bien sûr. Et puis même quand on dit que c'est un réalisateur qui a les vrais réalisateurs, ça se compte au bout des doigts. La majeure partie des gens ont dit un film réalisé par un tel, en fait, c'est pas lui qui a fait le film. Ils s'entourent en fait de techniciens qui sont des professionnels de la chose, à savoir un assistant réalisateur. Eux, ils continuent de gérer leur business par le téléphone. Ils ne savent même pas exactement où il va falloir placer une caméra, et ainsi de suite. Ils sont incapables de pouvoir essayer de faire de la mise en scène au niveau des acteurs, mais ils signent une réalisation d'eux. Bah, ça, c'est quoi? C'est compliqué cette histoire. Bah, il va falloir aussi que ça cesse toute cette histoire. On n'entre pas n'importe où. C'était devenu un fourre-tout, quoi. Notre cinéma est devenu un fourre-tout. Donc on a encore du chemin à parcourir. Il y a de l'argent après, alors tant qu'à faire, allons-y. Faisons-le. Alors on va parler du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a sa 26e édition et qui marque en même temps les 50 ans de ce festival. Revenons, on va fouiller un peu dans les mémoires. Déjà, quels sont les souvenirs que vous avez de votre première participation à une édition du FESPACO qui a commencé en 1969? Bon, j'avais un souvenir, parce que c'était à la Maison du Peuple, hein, et ça c'était en 69 justement, les premières journées cinématographiques. J'ai eu la chance en 69 de voir le début du festival. Du festival. Bon, j'étais encore très très jeune, bien sûr, 11 ans, 12 ans, mais c'était déjà, de voir des films, c'était en noir et blanc, et c'était à la Maison du Peuple dans le temps. Et après, bon, j'ai eu la chance, en tant que vis-à-vis, hein, avoir droit à un badge, ainsi de suite. Sinon de 69 jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90, bon, vous participez en tant que cinéphile, cinéphile, ou comme le citoyen lambda. Voilà, et puis je faisais la fête à la rue Marchande, et ainsi de suite, et tout, quoi. J'ai vu le petit avion, le biréacteur
de choses de Tchombiano, et ainsi de suite. Et je dis, ah, mais ça, c'était une super belle ambiance. Il y avait une belle fête. Mais bon, la fête est un peu gâchée, c'est normal avec tout ce qu'il y a comme insécurité. Maintenant, les gens ont un tout petit peu peur. Ben, bon. Gageons que les choses reviennent à la normale, quoi. Et quels sont les souvenirs que vous avez jusqu'à ce jour de vos participations au FESPACO? Je sais pas. J'avais aussi un film qui a super bien marché au niveau du FESPACO. C'était Une femme pas comme les autres de Dawa Abdoulaye. Oui, là, c'était une belle aventure aussi. Là, bon, on a pu... Et du reste, vous avez été distingué? Voilà, mais pas au pays ici. Il a fallu que ce soit au Maroc. C'était au Maroc. Et là, le film était là-bas en compétition et puis bon, j'ai été élu meilleur acteur. Mais de toute façon, personne n'en a parlé alors. Donc, on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle, Dieu merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au moins, ça t'en parle, c'est ça. Sinon, j'ai un beau trophée qui est à la maison, ça. Et je l'étreine comme ça, comme tous les... C'est une de vos fiertés? Ah oui, ça y est, comment? Et je suis fier parce que là, à l'extérieur, on est reconnu. Et chez nous, zéro. On nous prend comme des moins que rien. Et c'est ça qui est dommage. Bien, on voit, vous êtes une célébrité, tout un chacun veut prendre des photos avec vous. C'est aussi ça, aussi peut-être la satisfaction, avant que les autres récompenses ne viennent. Mais ça, c'est la plus grande distinction que moi j'ai. Hein. Et je suis très, très, très heureux d'avoir fait Vis-à-vis. Parce que je pense que c'est grâce à Vis-à-vis que je suis vraiment connu. Et je suis connu dans presque tous les quatre coins du Burkina. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai en ce moment. C'est pas forcément le truc du cachet, c'est plus une affaire d'argent. Mais moi, je suis fier de dire que quand tu arrives quelque part, même en circulation, on m'appelle plus Serge, on m'appelle Max. C'est déjà pas mal. Et ça, c'est super bien. Au moins, je sais que je ne mourrai ni de faim ni de soif, au moins, dans n'importe quelle contrée du Burkina où j'irai. Et ça, c'est merveilleux. À propos justement de Vis-à-vis, il y a eu une tentative de reprise. Où vous en êtes? Ouais, il y a eu une tentative de reprise. Il y a eu quelques épisodes. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Je pense qu'il va falloir qu'on se revoie en tant que tel et rediscuter de notre vis-à-vis, d'une autre forme peut-être de vis-à-vis. Parce que vous avez préféré quitter le maquis pour être un peu... Non, quitter le maquis de temps en temps, c'est ce que l'on faisait même au niveau du vis-à-vis originel. Hein. Pour aller dans des situations bien précises, des fois on quittait le maquis pour aller vraiment à la rencontre de la vie en tant que tel. On l'a fait plusieurs fois. Mais il va falloir essayer de revoir ça. Il va falloir... Mais maintenant, quelles sont les télévisions qui seront capables de vouloir essayer de prendre ça? Parce que je ne pense pas que notre télévision nationale ait le courage et envie encore de reprendre cette histoire. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais je pense que ce n'est plus tellement dans leur... ça ne fait pas partie de leur... dans le créneau quoi, de la grille de notre très chère télévision nationale. Ah bon, ils vous l'ont dit? On le sent. La preuve, c'est que c'est quand ça chauffe, juste avant, quand ça commence à ne pas tellement aller avec l'article 37, les gars commencent à bouillonner, et on reçoit des lettres officielles des plus grands machins pour demander, il va falloir que vous venez reprendre l'émission Vis-à-vis. Et c'est quand c'est chaud que l'on commence à se dire, tiens, Vis-à-vis est important, hein. Si jamais on les met en contribution, ça va certainement essayer de calmer l'atmosphère. Mais non, mais nous n'avons pas le secret. C'est pas pour endormir le peuple. C'est pas pour endormir le peuple, je suis désolé. Mais on aurait pu, d'accord, si Vis-à-vis continuait, d'arriver à recadrer certaines choses et ça va. L'incivisme est parti maintenant au bout du maximum. Nous, on aurait pu rentrer dans le truc de l'incivisme et puis essayer de voir comment. On nous aurait écouté peut-être. On ne sait pas, on n'est pas des devins. On nous aurait peut-être écouté, puisque nous avions notre façon à nous de pouvoir essayer de sensibiliser les gens, sans forcément les attraper et les matraquer. Voilà. Donc on a laissé passer ces occasions et aujourd'hui... Ben voilà ce qu'il y a, hein, on va s'y faire et puis on va demander au bon Dieu, aux mains des ancêtres de nous protéger et de protéger le Burkina. Voilà. Par rapport à cette édition du FESPACO 2019, vous y participez déjà, quelles sont vos impressions par rapport au déroulé, à l'événement lui-même? Bon, je n'ai pas eu l'occasion encore de véritablement m'impliquer, mais là je m'implique déjà parce que on nous a demandé à certains acteurs, par exemple, d'animer certaines cérémonies. Bon, j'ai eu la chance, ma modeste personne, d'être choisi pour essayer d'animer une soirée de remise des prix spéciaux, c'est déjà pas mal. Je suis très heureux. Mais je n'ai pas encore vu un film parce que, compte tenu de ce que je fais en parallèle, je ne suis pas dans une commission, alors donc...
Mais je promets d'aller voir quand même quelques films. Et par rapport au pronostic, déjà les gens évoquent pour la participation des films burkinabés, on se plaint de ce qu'un burkinabé n'a pas eu le talon d'or depuis 1997. Quel est votre avis sur ce débat-là, sur le fait qu'un burkinabé n'a pas encore remporté ce prix depuis cette époque-là? Mais on ne donne pas les talons à n'importe qui. C'est pas parce que le FESPACO se déroule au Burkina Faso qu'obligatoirement à chaque fois il va falloir tourner les talons au niveau du Burkina Faso. Mais si les Burkinabés ne font pas de films compétitifs et susceptibles de remporter les talons, mais vous ne remporterez rien du tout. Voilà. Et si cette année, par exemple, il se trouve qu'il y a un film burkinabé qui casse la baraque et qui remporte le prix, on ne va quand même pas dire bon, sur tout ça, il va falloir essayer de faire attention avant que les gens disent qu'il y a magouille encore quelque part. Mais je me dis que les jurys, par exemple, de long métrage sont assez avertis et très, très mûrs pour savoir choisir le film qui doit remporter les talons. Et si nous devons remporter les talons, mais il va falloir travailler. Voilà. Et que si ce n'est pas cette édition, ben à la 51e, à 51 ans après, on verra bien comment ça va se passer. Donc, à la 27e édition. Vous comprenez ceux qui estiment que c'est la preuve aussi que le FESPACO est organisé par le Burkina, mais ce n'est pas une affaire de Burkinabé. Si vous n'êtes pas compétitif, et ça crédibilise davantage le FESPACO. Ben oui, parce que le FESPACO, comparativement à d'autres festivals où on organise pour se disputer entre compatriotes. Voilà. Le FESPACO ne doit même pas être en fait l'affaire du Burkina Faso seulement. Le FESPACO doit être l'affaire de toute l'Afrique en fait. C'est ça qui est le plus important. Et je me dis que l'Afrique, normalement, si tous les États africains se réunissent pour essayer de mettre la main à la poche, on n'aurait même pas besoin de l'apport de l'OIF ou de quoi machin ainsi de suite pour pouvoir essayer d'organiser une manifestation qui est une manifestation africaine. C'est ça d'abord qui est le problème. Et je suis bien heureux même déjà que le Burkina et l'État ait mis, je pense, 1 milliard ainsi de suite pour pouvoir essayer de booster à la disposition des réalisateurs burkinabés. Et ce n'est pas tous les réalisateurs burkinabés, mais c'est quand même des gens qui avaient des scénarios assez solides. Il fallait choisir. C'est ceux qui avaient les arguments, qui étaient des réalisateurs confirmés et qui ont des scénarios qui sont bancables, qui ont été choisis pour pouvoir essayer d'avoir droit à ça. Mais vous ne pouvez pas imaginer le rentant blanc qu'il y a eu par rapport à ça. Et encore des gens, des plus mauvais qui osent se plaindre en disant qu'il y a une discrimination dans cette histoire. Mais alors que leur dossier ne tient pas la route. Qu'est-ce que vous voulez, en fin de compte? Je me demande ce qu'on veut dans ce pays, quoi. On veut de l'argent. On veut beaucoup d'argent, on veut de l'argent sans pour autant ne rien faire, en fait. C'est pas possible. Mais le jour où on cessera de s'envier, de se jalouser, vous verrez que ce pays-là, il fera un bond de plus de 20 ans en avant. Je vous jure. C'est ça qui nous mine, nous, ici. Alors, on a eu à l'ouverture la présence du président de la Commission de l'Union africaine, justement, sur la question du financement. Est-ce que vous espérez que l'instance continentale songe à injecter quelques sous pour permettre au Burkina de tenir aussi et de rendre la structure beaucoup plus autonome vis-à-vis des partenaires? Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Parce que de plus en plus, on tend la main. Vous avez cité l'OIF, vous avez cité l'Union, il y a l'Union européenne. Il y a la francophonie, il y a TV5, il y a Canal+, il y a RFI. Est-ce que ce n'est pas de nature justement à dénaturer un peu aussi l'identité du FESPACO? Parce que plus on donne, il y aura peut-être une influence à jouer sur l'identité du FESPACO, sur le contenu de certains films. Oui, c'est ça le problème. Parce que si vous allez pour chercher des fonds ailleurs, aujourd'hui les gars, quand on essaie de discuter sur ton scénario, on ne te donne pas de l'argent pour te donner de l'argent. On influence des fois ton scénario, ce qui n'est pas normal. On n'a pas le droit d'influencer une œuvre, parce qu'il va falloir lui donner de l'argent. Et il semble que c'est l'autre problème aussi des réalisateurs. Pour avoir les financements, on est prêt à biffer certaines parties, à intégrer certaines choses. C'est pas possible, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Où est-ce qu'on en est avec l'art? Qu'est-ce que vous faites de l'inspiration du réalisateur? Pourquoi vous voulez essayer de dénaturer le scénario de quelqu'un? C'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça, quoi. Et quand le jour où on va pouvoir se prendre en main, ne serait-ce qu'à 80%, vous verrez que tout irait bien, quoi. À propos des acteurs, il y a de plus en plus des Africains qui s'imposent en Occident, qui sont connus et là-bas, mais ici, qui sont très peu connus. Est-ce que pour vous, c'est une menace par rapport aux acteurs africains qui sont des stars en quelque sorte en Occident? Ben non, ça n'a aucune influence du tout. Et chacun a sa bonne étoile, comme j'ai dit. Alors, Issaka, par exemple, il est passé sur une tissu Canal+, il est encore sur une série tout nouvellement, mais ça, c'est sa bonne étoile à lui. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre son tour?
Il a eu la chance d'avoir la gueule, comme on dit au niveau du cinéma, la gueule qui sied et qui plaît à un réalisateur européen. On le prend, c'est tout. C'est comme il peut y avoir quelqu'un qui a la chance de se faire prendre par un producteur à Hollywood et ainsi de suite au niveau des États-Unis. Et puis ben voilà, c'est tout. C'est une question. Maintenant, travailler, c'est tout. Et si on distribuait aussi nos films un peu plus aussi à l'extérieur, je pense que ce serait aussi l'occasion pour les acteurs de se faire connaître un peu plus au niveau comme ça. Mais si on reste confiné dans nos cas, après le FESPACO c'est terminé, on ne voit plus les films, c'est-à-dire où est-ce qu'on va? Si déjà on ne peut même pas voir nos propres films en tant que tel niveau et que ce sont les telenovelas qui prennent la place de nos télévisions, ne vous plaignez pas que le FESPACO en tant que tel, le cinéma africain piétine. Voilà. Pourtant, les études démontrent que les Africains aiment regarder leur réalité à travers la télé, mais on ne sent pas un peu cet engouement pour la production. Si vous voulez, tout est une question de moyens, comme on dit. Et comme l'argent c'est le nerf de la guerre, surtout au cinéma, le cinéma c'est cher, ça coûte cher le cinéma. Et tant qu'on n'arrivera pas à trouver ce fameux circuit qui permette de pouvoir essayer de produire des films, de bons films, mais le téléspectateur il va être toujours content de prendre sa parabole à 15 000 ou 10 000 francs et puis avoir droit à tous les films qui viennent de l'autre côté et puis il n'y a pas de film de jour. Il faudrait peut-être essayer d'imposer à Canal+, parce qu'il y a combien de millions de paraboles dans ce pays. Écoutez, on doit imposer, tu satures notre environnement télévisuel, et on est en droit aussi de demander, écoute, tu t'installes là, nous sommes en droit de te dire, tu projettes aussi 3 ou 4 de nos films, en tant que tels qui ont été primés par exemple. Donc la capacité à pouvoir négocier, à imposer aussi ces règles. Il va falloir faire ça. Mais c'est pas toujours à eux de nous imposer, de nous inonder de leurs images. Pendant que nous, on ne peut même pas le faire, on ne peut pas faire connaître nos images de l'autre côté. Il y a ça aussi. Il faut qu'on ait la volonté politique aussi de dire à ces gens-là aussi, arrêtez, ça suffit comme ça. Voilà. Mais on ne dit rien. On continue de subir. Et on ne fait jamais quelque chose sans dire avec l'aide internationale, grâce aux partenaires techniques financiers de machin. Grâce à nous avons pu faire ça. C'est pas possible, ça suffit comme ça. On a ici une terre qui est riche au hasard, mais attendez, planter d'un truc au niveau de l'or en tant que tel, et puis vous verrez si on ne peut pas essayer de faire une fois. L'or même ici en tant que tel suffit même à faire tout ce qui est comme FESPACO et SIAO sans avoir besoin de l'aide des partenaires internationaux. Attendez. La preuve en est que ces pays qui nous aident n'ont pas forcément les potentialités que nous avons. Eh bien voilà, c'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, votre avis sur les débats sur le cinéma et de ce qu'on qualifie de films commerciaux et de films d'auteur, quel est votre avis? On estime que de plus en plus les gens sont un peu dans cette tendance-là, la réalisation de films commerciaux juste pour vendre, au lieu que ça soit vraiment un art. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si les gens ont besoin de vivre, ils sont obligés de faire ce qu'il faut pour pouvoir essayer d'avoir son petit beefsteak à lui. Je ne peux pas rentrer dans un film d'auteur véritable où ça lui demande par exemple 450 ou 500 millions. Où est-ce qu'il va trouver les 500 millions? Pour essayer de faire véritablement son film, d'avoir les techniciens, les acteurs qu'il faut pour pouvoir essayer de faire ce film. S'il ne les a pas, il est obligé de rentrer dans un petit truc de piètre envergure, et ainsi de suite, et faire son mal. Il projette dans les salles, et ainsi de suite, et puis il prend son buffet. Et au constat, ce sont ces films qui marchent apparemment. Qu'est-ce que vous voulez? Les téléspectateurs, enfin, les cinéphiles, ils veulent les films. Quand on met un geste d'humour, on met un geste de tragique, on met un style de machin, et ainsi de suite, ça va, et puis voilà, réalisé par un tel, bravo, super, c'est bon, allez hop, on passe au suivant. L'autre plat de résistance, et puis voilà ce qu'on a. On n'attend plus que le dessert. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Serge Henry est notre invité, il est acteur de cinéma. Un mot sur la thématique du FESPACO 2019, mémoire et avenir des cinémas africains. Déjà, comment on peut comprendre les cinémas africains? Pour vous, ça recouvre quoi? Le cinéma africain, pour moi, c'est d'abord l'identité qu'il va falloir essayer de nous sortir. Il faut que l'on soit fier de pouvoir essayer de sortir notre identité, de sortir nos sensibilités à nous en tant que tel. Moi, c'est ce que je vois. Maintenant, après le reste, ce n'est que des gros débats pour rien du tout, à passer le temps. Il faut meubler les jours du FESPACO et puis après. Donc vous ne croyez pas les tables rondes, les colloques, les journées de réflexion? Vous savez combien de journées de réflexion et combien de colloques on a fait depuis 50 ans? On est là encore jusqu'à peu du contraire. Engageons qu'après 50 ans, il y ait vraiment un bon colloque ou de bonnes journées de réflexion et que l'on puisse prendre les décisions
qu'il fiait. C'est le contenu qui fait défaut ou c'est parce qu'on ne donne pas suite en fait à ces réflexions? Je sais pas, à mon avis, je sais même pas comment te répondre en tant que tel. Vous n'y participez pas? Non, moi je ne participe pas. Mon intellectualisme en tant que tel que j'ai comme bagage ou cursus ne me permet pas d'entrer dans des colloques ou des... Pas si bon comme ça, je suis bien là où je suis. Et la débat sur le film numérique, est-ce qu'il faut des films numériques où il faut continuer avec l'ancienne formule? Mais aujourd'hui on ne peut pas faire, vous ne pouvez plus rien faire sans le numérique. Nous n'avons jamais créé. On a eu tout un débat au niveau du FESPACO. C'est pas nous qui avons créé la caméra, hein. C'est pas nous qui avons créé les salles de montage, c'est pas nous qui avons créé l'informatique. Hein. Mais aujourd'hui on vit de ça. Si aujourd'hui le cinéma a besoin du numérique pour pouvoir évoluer, on se conforme à la technologie et puis on avance. On ne peut pas faire plus que ça. Aujourd'hui, tu roules sur une moto ou tu roules en voiture, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à reprendre ton vélo. Et même ton vélo, ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu montes sur ton âne alors. Puis c'est fini. S'il ne veut pas essayer de suivre le temps, ce n'est pas possible. Comment on fait? Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est de remettre aussi maintenant les salles de cinéma en conformité avec le numérique. C'est pas plus que ça. Mais quand vous vendez les salles de cinéma pour en faire des magasins de stockage de denrées alimentaires et puis des barres de fer et des quincailleries, ne vous plaignez pas après que le numérique, on sera bon, on attendra, on fera bien. On voit Canal Plus qui est en train d'inaugurer d'autres salles de cinéma. Et voilà, il a fallu que ce soit Canal encore qui vienne nous inaugurer une salle dans le pays. Et c'est parti. Il restera qui? Après ce sera des salles TV5, après ce sera des salles de quoi? Voilà. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Que je suis pas très optimiste pour notre cinéma, c'est tout. Tant que l'on ne prendra pas les décisions et que l'on se réunisse et puis que l'on se dise, attends, il faut se réveiller un coup là quand même, et puis pouvoir se taper sur la table et dire, mais il va falloir que quand même on fasse quelque chose. C'est pas plus que ça. Alors, vous n'êtes pas optimiste, mais quels sont vos espoirs? Que cette jeunesse en tant que telle, là, ceux qui nous suivront, puissent essayer de prendre des décisions afin de redonner et de redorer le blason de notre cinéma. C'est ce qui a fait défaut jusque-là? J'ai l'impression, ouais. Pas de volonté politique. On sent en vous un homme engagé, un homme de conviction. Est-ce qu'il vous a déjà venu à l'esprit de vous engager politiquement? La politique aux politiciens. Être dans un parti politique pour conquérir le pouvoir d'État? La politique aux politiciens et le cinéma aux acteurs. Voilà. Non, ça ne me dit rien du tout. Ça ne vous est jamais venu à l'esprit? Et même si jamais je dois faire un truc comme ça, je ne m'engagerai pas dans un parti, je le fais tout seul, libéral. Vous allez être un indépendant? Indépendant, voilà. C'est la meilleure solution. Au moins, personne ne t'obligera à faire ce que tu n'as pas envie de faire si tu ne rentres pas dans tes convictions. Je pense que c'est ce qu'il va falloir aussi, c'est de faire. Alors, de façon générale, un mot, on est en 2019-2020, il y aura les élections présidentielles. Comment vous appréciez la situation nationale du pays avec cette situation d'insécurité? Il va falloir déjà relever ce défi, qui est de ramener un peu la paix dans ce pays. Ça, c'est déjà ça de gagner. Et il va falloir que nous soyons une nation où nous soyons vraiment frères et que l'on taise un peu toutes nos rancunes et tout ce qui s'ensuit. Sinon, on n'arrivera à rien du tout. Et puis que les politiciens arrêtent de nous rabâcher les oreilles avec je ferai ceci, nous avons fait cela, ainsi de suite. Non, il n'a rien fait jusqu'à présent. Ce pays-là, la preuve est toujours en retard. Je pense qu'en 2020, c'est le moment de se réveiller, sinon... Et pourtant, on dit qu'on construit des routes, on construit des routes. On construit des routes, on construit des routes. Ouais, vous construisez des routes, mais vous savez, ce pays-là, tout est prioritaire. De toute façon, on fera des routes ici, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'on a fait cette route, pourquoi on n'a pas fait cette route? Mais faisons des routes, par exemple, qui permettent aux gens de le libre échange, en tant que tel. Faisons des routes telles qui permettent à nos produits de pouvoir, les produits, les denrées, nos fruits, ainsi de suite, d'arriver à bon port sans être obligés d'être jetés au port en tant que tel. Produisons aussi nos trucs à nous. Et voilà, c'est pas plus que ça. Les routes, c'est ça, c'est pas faire des avenues pour pouvoir bling bling et dire que c'est pas. C'est que le paysan ou l'agriculteur a besoin de dire j'ai fini, je récolte, je fais quoi? Je n'ai pas de route. Je n'ai pas de voie d'accès pour pouvoir amener mes denrées. Je fais comment? C'est ça la première des solutions à faire. La santé, c'est prioritaire. L'éducation, c'est prioritaire. Bon, tout est prioritaire dans ce pays. Mais maintenant, quel est le choix qu'il va falloir faire? Ça, c'est aux politiques et à la société civile de pouvoir essayer de donner des conseils nécessaires à
à ceux qui sont en haut, afin qu'ils puissent essayer de... Nous, on a besoin de vivre heureux, c'est pas plus que ça. Le 1er mars 2019 marque les 100 ans du Burkina Faso à partir de la création de la colonie de Golvolta, 1er mars 1919. 100 ans après, pour vous, quels sont les défis qui se posent à la nation burkinabé en rapport avec les événements de Yirgou dans le centre-nord? C'est ce que je dis. Hein. Il va falloir que nous réunissions, il va falloir que nous revenons comme au bon vieux temps, quoi, où il n'y a pas de moi je suis Moussi, moi je suis Peul, moi je suis ceci. Non, nous sommes tous burkinabés. La preuve c'est que les gens épousent, on n'épouse pas un Moussi, ne dit pas je vais épouser une Moussi, et un Bissa n'a pas dit je n'épouse qu'une Bissa, c'est pas possible. Voilà pourquoi il y a eu ce brassage, par exemple, de brassage des ethnies. Et nous avons cette super chance là d'avoir cette fameuse parenté à plaisanterie qui est une richesse telle qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accepter de voir qu'il y ait des gens qui puissent essayer d'aller tuer d'autres compatriotes parce que tout simplement il y a eu juste un petit conflit de terre ou un conflit de je ne sais pas quoi. Bon. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et que l'on punisse les gens à la hauteur de leurs actes, c'est pas plus que ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait l'acteur Serge Henry. Serge Henry, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'invité de la semaine a été mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serge Voulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.